Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, nous continuons à nous interroger. Géopolitique assise du Cerdo Tola, Achille Mbembe, le traître poltron, c'est notre grande interrogation. Géopolitique assise du Cerdo Tola, Achille Mbembe, le traître poltron. En tout cas, nous nous interrogeons ce matin. Les responsables du Centre international de la recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, en abrégé Cerdo Tola, ont organisé au Palais des Congrès de Yaoundé du 25 au 28 octobre dernier une conférence internationale sous le très haut patronage de son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, dans le but de valoriser les patrimoines africains. Dans ces assises pour une nouvelle pensée africaine, il y avait comme conférenciers les professeurs Jean-Emmanuel Pondy, Grégoire Biyogo, Jean-Philippe Omutunde Kalala, qui nous a quittés il y a quelques jours encore, et Théophile Obenga, comme homme politique, il y avait comme Bandakani et bien d'autres encore. Parmi les invités, il y avait également Achille Mbembe qui était aux abonnés absents. Ce dernier a raconté à certains de nos confrères qu'il était surpris d'entendre dire qu'il était invité au Cerdo Tola à Yaoundé en octobre dernier. Les éminents membres de ce cercle très fermé de connaissances déclarent qu'il leur avait donné son accord. Achille Mbembe serait-il le traître poltron qui ne peut assumer ses actes, lui qui transporte la France dans ses mallettes? Ou serait-il incapable de discuter avec des éminents fils d'Afrique soucieux du devenir de leur continent? Mbembe ne serait-il pas un nègre de maison qui marche avec son maître partout, ou doit-il être commissionné par Macron? Peut-être ne veut-il pas se mélanger aux patriotes et nationalistes africains qui ont pris le chemin de la bataille pour le retour en dignité du continent noir. Le dernier voyage du traître poltron dans son pays natal remonte à 3 mois. Il faisait partie de la délégation officielle d'Emmanuel Macron en visite à Yaoundé. C'était le 25 juillet dernier. Voilà pourquoi nous nous interrogeons géopolitique assise du Cerdo Tola, Achille Mbembe, le traître poltron. En tout cas, c'est notre grande interrogation et ça nous fait d'ailleurs sourire ce matin. Pour répondre à nos questions, je suis avec Jonathan Batengene qui est avec nous ce matin. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos et bonjour à tous les milliards de téléspectateurs qui nous suivent. Le sujet d'aujourd'hui est tout à fait alléchant et très croustillant. Pas parce que nous allons faire dans la délation, mais parce que nous allons essayer de travailler de manière sérieuse sur quelqu'un qui a été un espoir un moment pour les Africains et qui, à un moment... Qui a retourné la veste, finalement. Une déception. Une grosse déception. Eh bien, nous nous interrogeons, Jonathan Batengene, géopolitique assise du Cerdo Tola, Achille Mbembe, le traître poltron. C'est notre interrogation. Vous étiez au courant des assises du Cerdo Tola, Yaoundé, au palais de congrès? Tout à fait, au fin de mois d'octobre. Et sur les affiches, on avait justement pas mal de grands noms, on va le dire comme ça. Surtout, c'est pour rendre hommage parce que les maîtres, on a eu le séminaire doctoral avec le professeur Grégoire Biyogo, oui, qui était régulier ici à l'université de Douala. Nous lui disons, professeur, merci. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes à l'université de Douala comme enseignant. Tout à fait, tout à fait. Donc, le professeur Grégoire Biyogo, qui nous a, dans les années 2017, nous a beaucoup touché avec les enseignements sur l'Égypte. Et il nous a, avec ce qu'il appelle la méthode Kinner. La méthode Kinner et son principe de kinérisation, il nous a emmenés au cœur même de l'arithmétique sacrée égyptienne. Et il nous montrait un peu comment cette arithmétique sacrée pouvait être, la géométrie égyptienne pouvait être utilisée dans les sciences. Il était l'un des théoriciens de l'herméneutique, d'un retour à l'Égypte dans l'herméneutique en sciences sociales et même en sciences tout court. C'est un maître qui nous a beaucoup inspiré, certainement qui doit être actuellement au Gabon ou bien quelque part à Bruxelles. Nous lui disons partout où il se trouve que nous sommes tout à fait reconnaissants et merci d'avoir ainsi apporté les lumières à ces enseignements que nous avons reçus.
Et vous étiez justement, on parle bien sûr de Cerdotola du côté du palais de congrès de Yaoundé. Les affiches nous montraient justement les grands professeurs qui devaient faire partie justement de cette conférence, parmi lesquels il y avait également la photo d'Achille Membe. Oui, avant de parler de lui, parlons aussi de professeur Omotunde. Omotunde Kelala qui nous a quittés il y a Il quelques nous a jours. quittés, Nusere, Kalala, Omotunde. Il avait choisi un nom de révolution, Nusere, et un nom Kalala pour dire que il disait que c'était un objet de réconciliation au Congo. Donc, il se considérait comme étant celui-là qui allait réconcilier la connaissance africaine avec l'Afrique elle-même. Il a travaillé dans le kémétisme, il a remis la spiritualité africaine au cœur du processus de connaissance. C'est quelque chose qui n'existe plus trop. Et je crois que quand on discute tout le temps, M. Ngos, vous avez ça de particulier. Vous êtes très Omotunde, c'est peut-être sans le savoir. J'en sais absolument rien. Vous êtes très, très Omotunde parce que Omotunde, dans ses écrits, c'est près de 40% qui étaient ancrés dans la spiritualité africaine. Et il avait compris que la puissance de l'Afrique viendrait de ce rapport au sacré que l'Africain a particulièrement. Et il faut dire que ce projet, même panafricaniste, prend son envol avec votre travail, surtout parce qu'il y a eu cette dimension du sacré qui est très importante dans votre approche. Et je reconnais que c'est vous qui m'avez d'abord fait comprendre cette dimension du sacré. Vous m'avez fait prendre conscience de cette dimension du sacré. Avec le professeur Motunde, vous avez été la clé de déblocage pour mieux comprendre les travaux du professeur Motunde. Et au fur et à mesure maintenant que je lis le professeur Motunde, je comprends beaucoup plus que le rapport au sacré pour l'Africain, c'est quelque chose de particulier. C'est ça qui était la dynamique de nos pères en Égypte. Et c'est ça qui leur a permis de découvrir l'éventail de connaissances qui aujourd'hui ont été révolutionnées, ont permis de révolutionner la civilisation humaine. L'électricité, ils connaissaient déjà. L'énergie solaire, ils connaissaient. Transformer des pierres qu'aujourd'hui on ne rêve même pas transformer. C'est des pierres que pour couper, il y a des dispositifs spéciaux, par exemple le granit. Et ils ont même des pierres plus dures que le granit. Quand vous regardez, je comprends un peu plus maintenant l'art sacré, les bustes de Pharaon et les pierres avec lesquelles ces bustes ont été fabriqués. Quand vous regardez la robustesse, la dureté du matériau, vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont se sont mis à poncer, mais on vous dit qu'ils ont fondu la matière. Ils ont fondu la matière. C'est une autre dimension de la connaissance. Et nos pères avaient découvert cela dans leur rapport au sacré. Donc, pour tous les Africains, il faut sortir de la logique occidentale qui dissocie le sacré de la science. Oui. L'Occident se trompe aussi parce que l'Occident s'est éloigné du sacré. Et je crois que la différence entre les grands hommes comme le professeur Motunde et certains larbins qui ont dû se tromper par le type de connaissance qui leur a été véhiculé, comme le professeur Mbembe, qu'on va tout à l'heure aborder, c'est certainement là, ils ont perdu leurs racines africaines. En tout cas, nous allons présenter nos condoléances à la famille durement éprouvée par cet être cher et surtout à l'Afrique tout entière, aux panafricanistes en particulier qui ont perdu justement un homme pas comme les autres, à tous les Africains justement épris de justice, à tous les Africains épris justement par la science et par la connaissance. Un grand homme nous a quittés et bien que son âme soit vivifiée. Revenons justement au sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin. Jonathan Matinguenet, je vous parlais justement du Cerdotola. Oui, le cercle, nous connaissons avec le professeur Billon, mon doyen, mon ancien doyen. C'est votre ancien doyen d'ailleurs à l'université, on vous comprend parfaitement, parce que là vous êtes en train de chérir ou alors de faire hommage à tous vos enseignants. Parce que le Cerdotola, d'abord, il faut pas que les gens retiennent
l'image négative qui sera présentée tout à l'heure. Non, il n'y a pas une image négative. Non, il y a un cliché qui va apparaître. Mais il faut qu'il sache que ceux qui ont initié cette réflexion, c'est des personnes honorables. Quand vous avez le professeur Biogo, le professeur Emmanuel Ponty, le professeur Bion qui se retrouve, vous avez le professeur Onanguini, vous avez, il y avait une alchimie de savants africains qui prônent ce retour aux sources. Et cela, il faut que les gens retiennent que le cercle de Tola, c'est quelque chose de très sérieux, c'est une institution forte du savoir aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Je rappelle d'ailleurs que le cercle de Tola, c'est le cercle international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Ouais. Touchons l'affaire Mbembe. Allez-y, vous allez forcément me dire quelque chose. Achille Mbembe, c'est un cas c'est un cas atypique parce que quand vous le lisez, il y a la puissance dans l'écriture, il y a une cohérence interne du texte, il y a un esprit logique, un esprit critique assez impressionnant. Il y a la pertinence des approches. Il y a le chercheur en sciences sociales. Quand on prend par exemple pour le livre que j'ai commencé à lire, qui était mon premier livre quand je découvrais Achille Mbembe, c'est ça aussi son premier travail qui le révèle. La naissance du maquis dans les forêts du Sud Cameroun. Dans ce texte, il revient sur les circonstances de la naissance de ce qu'on appelle le maquis. Mais il y a quelque chose que ce travail historique prend le combat africain au niveau de la césure. Il n'arrive pas à prendre le combat africain dans le temps long de l'histoire, s'il faut prendre Fernand Braudel. Il le prend dans le temps moyen, qui est un peu, et c'est pourquoi vous allez voir que l'historien est beaucoup plus apparenté à un sociologue, politologue et à un philosophe. Parce que il prend l'histoire africaine à un niveau. Et c'est à ce niveau qu'il reste dans les travaux de l'Afrique. Comme si l'Afrique connaissait son mouvement de révolte pour sa libération et pour la restauration de sa dignité dans la période des indépendances. Il reste dans ce courant. Et si on reste du point de vue de l'historiographie qu'il mobilise, des faits historiques qu'il met en exergue, on est quand même touché parce qu'il a les faits. Il est le sociologue de cette époque et produit des textes qui sont assez puissants avec des faits. Il explique les débuts du maquis, de ce qu'il appelle le maquis. Mais déjà, la connotation maquis trahissait le fait qu'il faisait l'histoire en utilisant les mots du colon. Oui. Parce que de parler des résistants comme des maquisards, c'était admettre la thèse qu'ils sont effectivement des maquisards. Et qu'est-ce que des maquisards? Le maquisard, c'est un combattant au sens péjoratif qui se bat contre l'ordre établi et qui se bat un peu à la lisière du terrorisme. Ce maquisard, quand vous prenez cette lecture, c'est essentiellement la lecture de l'ordre colonial, néocolonial, qui venait s'imposer en Afrique. Et le professeur Mbembe, dans ses travaux de départ,
ne va pas se départir de cette vision. C'est pourquoi nous avons parlé d'une cohérence interne dans le texte. Il reste cohérent avec lui-même. Il ne remet pas en cause l'ordre néocolonial. Il décide de travailler dans la cohérence de l'ordre néocolonial. Il décide d'adopter la lecture néocoloniale tout en dénonçant les abus de cet ordre néocolonial. Or, cette critique à l'intérieur de l'ordre néocolonial ne peut pas se départir de l'ordre néocolonial. Sa visée, c'est d'améliorer le cadre des relations. C'est pourquoi pour nous, il aura été un espoir du point de vue de la puissance des textes qu'il produit. Il aurait été un espoir. Du point de vue méthodologique, il est aussi quelqu'un qui a une démarche originale. Il essaye d'utiliser le fait africain dans une perspective universaliste. Il déconstruit les logiques à l'intérieur de l'ordre néocolonial, mais tout en leur donnant une portée épistémologique universelle. C'est très intéressant son travail. Cependant, c'est un travail qui se passe dans l'ordre néocolonial. Vous voyez que c'est une contradiction même du travail de l'auteur. Pour lui, il veut à tout prix se départir de l'ordre néocolonial. Mais dans son travail, il reproduit les éléments utilisés par l'ordre néocolonial pour se perpétuer. Et malheureusement, il va rentrer dans la boucle vicieuse qui lui était ainsi ouverte. Pourquoi? Parce que il choisit comme référence un ensemble d'auteurs qui, dès le départ, ont vidé le marxisme. Ont vidé le marxisme de sa puissance analytique et sa puissance de déconstruction de l'ordre néocolonial. Il va également choisir des auteurs qui veulent à tout prix fermer la porte à l'historiographie diopienne et qui veulent imposer une nouvelle lecture de l'Afrique dans la perspective des logiques gouvernantes de l'ordre néocolonial. Oui. Et donc, c'est une critique qui ne dépasse jamais l'ordre néocolonial. C'est une critique domestiquée. Il devient donc le penseur de cette critique domestiquée, de la pensée critique domestique. Excusez, mais nous pensons que ça peut être ça, la manière de le percevoir. Il devient le penseur de proue de la pensée critique domestique. Un peu comme la palabre en pays boulot, au Cameroun. Lorsque l'on va enterrer un défunt et qu'au dernier moment, quand le corps est exposé devant la famille et que chacun doit doit participer à la palabre, cette critique est domestiquée. Cette critique ne vise pas à empêcher l'inhumation, mais la critique permet de sucrer la cérémonie, de la rendre plus attrayante, de vider aussi les contentieux tout en restant dans le même sillage. Voilà la critique bembéenne. C'est une critique qui reste dans l'ordre néocolonial. Et donc, pour nous, moi, j'ai toujours considéré qu'il était quelqu'un de cohérent. Il était puissant dans le respect de la méthodologie. Il était puissant parce que les faits qu'il mobilisait sont des faits qui heurtent la conscience des résistants. Oui. Le premier texte, la naissance du maquis. Si vous êtes UPCiste, à partir du moment où vous entendez que quelqu'un a écrit sur l'UPC, vous êtes le premier à chercher le livre. Il écrit sur des faits d'actualité. En mettant comme titre la naissance du maquis. La naissance du maquis. Si vous êtes UPCiste, tout de suite, vous savez que c'est pas un bon livre. Non, mais tel que ça avait été présenté étrangement, beaucoup d'UPCistes l'ont acheté. Malheureusement. Mais voilà, c'est que le gars faisait la palabre des boulots.
Et il a produit une critique domestique qui ne peut pas remettre en question l'ordre néocolonial. Alors, il s'est trouvé que dans les cercles de réflexion africains, il y a une embolie de la pensée bembéenne. Il y a eu trop de penseurs qui ont vu un esprit révolutionnaire et qui ont essayé de lui attribuer cet esprit révolutionnaire. Or, c'était la critique domestique, comme d'ailleurs la théorie critique dont est issu Mbembe. Parce que Mbembe, c'est la continuation. Il est dans l'école africaniste de Jean-François Bayard et qui elle-même est fille de l'école de Francfort, la deuxième école de Francfort, avec la théorie critique. Et la théorie critique, c'est un marxisme dilué. C'est des marxistes qui ont vidé, disons, ce n'est pas des marxistes, c'est des libéraux, des intellectuels libéraux, qui ont vidé le contenu marxiste de la critique pour lui conférer des éléments du néolibéralisme qui ont produit ce qu'ils appellent la théorie critique, c'est-à-dire une critique domestique. Et Mbembe sera donc la continuité de cette critique domestique à l'intérieur de l'ordre néolibéral dans la version africaine. Il y a eu donc beaucoup d'attentes, mais quand vous regardez la réception occidentale qui a été faite du travail de Mbembe, du professeur Mbembe, vous comprenez qu'en fait, ils étaient conscients de cette critique domestique. Et ils vont aboutir à des niveaux de résolution de la crise qu'il avait diagnostiquée au départ. Ils vont s'entendre sur les mécanismes de cette résolution. Et Mbembe pense, vers la fin, au fur et à mesure qu'il avance, il pense que cette résolution se fera par un dialogue avec l'Occident et que ce dialogue devra déboucher sur des nouvelles identités. Il ne faudra plus avoir des identités particulières parce que certainement il envisage que les identités particulières qui entraînent le repli identitaire sont un frein. Peut-être que c'est ça qui crée ces crises violentes. Il faudra avoir des identités ouvertes. Et l'une des identités ouvertes qu'il emprunte à la lecture métropolitaine, c'est l'afropolitaine. Revenons justement sur le cas du Cerf de Tola, où il déclare haut et fort qu'il n'était pas invité et que lui, il avait prévu d'autres voyages, sauf au Cameroun. D'ailleurs, son dernier périple ici, c'était quand il a accompagné Emmanuel Macron, c'était le 25 juillet dernier. Il est dans l'accomplissement du travail, il est devenu l'auteur présenté comme le penseur le plus éminent pour les Africains. Il est devenu finalement la figure de... Qui le dit? C'est les Occidentaux. C'est les Occidentaux. Le problème, c'est qu'il y a nous avons il y a des Africains qui acceptent justement le narratif des Occidentaux en déclarant que c'est un très grand professeur. Nous encourageons le ministre de l'Enseignement supérieur à ne pas rentrer, du Cameroun et de tous les autres d'Afrique, de ne pas rentrer dans ces affaires de classement mondial des universités. Parce que ça produit les Mbembe. C'est les critères pour faire les meilleurs, il faut que vous ayez les récompenses occidentales qui sont en fait sur les critères occidentaux de définition de ce qu'on appelle le meilleur. Or, qui qualifie, contrôle. Parce que les logiques de qualification participent des logiques de contrôle. Si on vous dit que vous êtes le meilleur journaliste, certainement dans l'optique panafricaniste, tous les panafricains voudraient que vous restiez, monsieur, dans le sillage des panafricanistes. Le jour où vous sortez, vous dites, vous n'êtes plus bon, vous dérangez. Et on le remarque. Les logiques de qualification participent des logiques de contrôle. Et Mbembe est rentré dans les logiques, il est dans ces logiques de qualification. Et donc, contrôlé par cela.
qui lui ont ouvert toutes les portes. Regardez, il a enseigné à Berkeley, à Brooklyn, à Washington. C'est pour cela qu'il n'est pas venu au Cerdotola? Il ne Ou vient bien pas il au fallait Cerdotola. justement qu'il ait le Il ne vient pas au quitus Cerdotola. d'Emmanuel Macron? Non, il vient pas au Cerdotola parce qu'il a vu ce qui s'est passé au sommeil de Montpellier. Le sommeil. Oui. Sommeil de Montpellier, ce que Macron avait fixé Organisé. comme étant le point de réconciliation entre l'Afrique et la France. Donc, c'est lui qui avait la charge. Ce sommet a été décrié par l'ensemble de la classe intellectuelle, mais surtout d'abord par les panafricanistes. Oui, la classe intellectuelle a repris. Et Bembe, quand il vient à Yaoundé le 25, le 24, le 25, le 26 juillet dernier, vous avez vu qu'il fait profil bas. Même lors de la rencontre chez Yannick Noah, c'est quelques photos qui ont filtré où il était vraiment très discret. Il ne se mettait pas là où il y avait beaucoup de monde. Il voulait éviter d'être vu. Et pourtant... Aurait-il eu peur de la critique en venant au Cerdotola? Oui. Il avait peur, mais il avait aussi honte. Honte parce que Mbembe, en 2018, est quand même celui-là qui s'illustre dans l'écriture de ce qu'il appelle la satrapie. Une critique, un ensemble de pamphlets critiques contre le régime de Yaoundé, et où il veut présenter le régime de Yaoundé comme étant un affidé de la junte française. Seulement, l'expérience de Yaoundé a dû lui apprendre des choses. L'échec de Macron face au président Paul Biya, parce que Macron venait pour renégocier l'influence de la France au Cameroun et en Afrique centrale, certainement en rentrant à Paris et ayant été mis au courant des échecs de Macron à Yaoundé, il a compris qu'il s'était trompé. Que son texte sur la satrapie, c'était simplement un coup de sagaie dans le vent et que tout ce qu'il avait fait à Montpellier était en contradiction avec les réalités de l'Afrique d'aujourd'hui. Il y avait certes si il était convaincu des idées qu'il véhicule, malgré la possibilité d'une critique virulente à Yaoundé, il serait revenu. Mais s'il n'est pas venu, c'est qu'il s'est passé quelque chose de bien plus puissant en lui. C'est passé quelque chose. Parce que Mbembe, ce n'est pas quand même quelqu'un qu'on va prendre à la légère. C'est quelqu'un qui est habitué à faire usage de son intellect. Yaoundé, il s'est passé quelque chose qui a changé chez lui sa perception du Cameroun même. Et revenir au Cameroun, affronter une critique qui cette fois-là serait peut-être dans le vrai. Pour nous, elle est dans le vrai, si cette critique était adressée. C'était redoutable. Il n'est pas revenu parce qu'il avait honte, mais parce qu'il savait que cette fois-là, il devait affronter une critique fondée. Et donc, pour ne pas faire face à cette opposition vraie, parce que si elle était fausse, il serait venu et il l'aurait nargué même. Oui. Mais puisqu'il sait qu'elle est fondée, il a préféré se tenir loin de la vérité. Et il va continuer à se tenir loin de la vérité pendant combien de temps encore? Pendant le temps qu'Emmanuel Macron va le protéger? Il va se tenir loin de la vérité. Malheureusement, il y en a des penseurs comme ça qui se tiennent loin de la vérité jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas nouveau. Ils peuvent se tenir loin de la vérité jusqu'à la fin de leur vie. Beaucoup de penseurs qui n'ont pas réussi à toucher la vérité, beaucoup n'ont pas eu l'humilité de revenir s'excuser. Tant qu'il n'aura pas le courage de s'excuser auprès des Africains, de s'excuser auprès de tous ceux qu'il a dû heurter par ses positions de soutien à la junte française
et au néocolonialisme, tant qu'il n'aura pas commis des textes pour laver cette critique, pour détruire ou déconstruire cette critique domestique dont il est le brave représentant sur le continent africain, il sera encore toujours loin de la vérité. Il se tiendra loin de la vérité pour ne pas affronter cette vérité. Parce que la vérité, elle a ce site particulier, la vérité est froide. La vérité est froide, la vérité s'impose et la vérité, comme on dit au Cameroun, de manière triviale, la vérité blesse. Mais le sang ne coule pas. Mais le sang ne coule pas. Merci à vous, Jonathan Matengene, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.